Monsieur le Président, vous savez, dans les questions aussi complexes que celle d'une réforme de la rémunération des médecins en particulier, et donc de l'amélioration de notre système de santé en général, la plupart des législateurs sont des généralistes. Et puis on aborde ce sujet-là avec une certaine humilité face aux gens qui connaissent ça. Évidemment, chez nous, la députée de Taillon, elle connaît ça. Elle a passé sa vie dans le milieu de la santé, du côté des pharmacies, mais s'est intéressée à l'ensemble du système de santé. Évidemment, le ministre de la Santé, il connaît ça. Il nous le dit aussi qu'il connaît ça. Parfois, il le dit un peu trop souvent, mais c'est vrai qu'il connaît ça. Alors, on se dit, qui sommes-nous pour intervenir dans un dossier complexe? Il y a énormément de variables. On se dit, peut-être qu'il faut s'appuyer sur des comparables. S'appuyer sur des comparables. Alors, je me suis demandé, pour contredire le ministre de la Santé, qui est un médecin, radiologiste, qui a dirigé une organisation importante de médecins spécialistes, sur qui pourrais-je m'appuyer? Alors, quels sont les critères? Sur un médecin, certainement. Sur un médecin ministre de la Santé ou ancien ministre de la Santé, oui. Un médecin, ancien ministre de la Santé libéral. Là, je pense que j'ai les éléments de comparables sur lesquels m'appuyer pour discuter de l'approche du ministre. Alors, j'en ai trouvé deux. Il y en a un qui a été ministre de la Santé libérale récemment et qui est maintenant premier ministre. Et j'ai retrouvé un article qui date de 2011 où l'ancien ministre de la Santé dit « Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le système de santé? » Il dit « Il faut revoir et réduire le rôle du ministère. » Il a dit ça après avoir pris un certain recul, après son départ de la politique, avant son retour. Il dit « Il faut recentrer le rôle du ministère et il faut, dit-il, on aurait dû, il prend du recul sur lui-même, sur son action, on aurait dû diminuer le poids du ministère, revoir et réduire le rôle du ministère, pas l'affaiblir, mais le recentrer sur ses missions véritables. » Très bien. Alors moi, comme ancien journaliste, comme législateur, j'aime retourner au texte, voir les choses dans leur contexte. Alors je me suis dit, je veux lire au complet le discours de l'ancien ministre de la Santé, maintenant premier ministre, et il avait fait ce discours devant les membres de l'Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux, réunis en colloque, et donc c'était à eux qui disaient, je veux décentraliser de votre côté. Alors je suis allé sur le site de l'association de l'AQES pour essayer de trouver le discours en entier, mais voici ce que j'ai trouvé, M. le Président. L'AQES a cessé ses activités le 31 mars 2015. Pourquoi? Parce que la loi précédente, proposée par le ministre, a dissous cette association. Donc, non seulement ils n'ont pas eu la chance d'être les dépositaires de la décentralisation qu'avait souhaité le ministre de la Santé précédent, mais ils n'ont tellement pas été décentralisés, ils ont tellement été centralisés qu'ils sont disparus. Bon, alors voilà ce qu'un ministre libéral de la Santé médecin avait dit avant la proposition de réforme. Qu'est-ce qu'un autre ancien ministre libéral de la Santé pourrait dire après le dépôt de la réforme? J'en ai trouvé un qui a écrit dans un livre et un extrait publié le 26 février dernier la chose suivante. Avec son style particulier, le ministre de la Santé actuel a présenté à l'Assemblée nationale 2 projets de loi pour lancer sa conception des changements nécessaires à notre système. Je le cite. Alors, son nom, je vous le donne, Claude Castonguay, le père de l'assurance médicaments au Québec. Alors, des propositions du ministre actuel, il dit « Au lieu de se servir des leçons découlant des changements apportés avec succès à l'extérieur, ces projets de loi s'inspirent. » J'invente rien, c'est écrit là, je vous jure. Là, je pourrais déposer même l'extrait tout à l'heure, si vous le voulez, M. le Président. S'inspire des régimes de pays comme la Chine et l'URSS. Il procède d'une pensée autoritaire hiérarchique, une orientation vouée à l'échec. Le ministre se donne tous les pouvoirs et tout procède du haut de la pyramide vers le bas, où se situe le pauvre patient. Fin de la citation. Donc, le contraire de ce que l'autre ministre de la Santé, maintenant premier ministre, avait proposé. Et là, M. Castonguay continue. On ne peut pourtant ignorer la faillite de ces pays en matière de santé. En URSS, entre la fin de la guerre et la chute du mur de Berlin, l'espérance de vie a diminué
alors qu'elle a augmenté de façon spectaculaire dans les pays occidentaux. Le ministre actuel de la Santé ne réalise pas qu'il est impossible de centraliser dans ses mains la gestion d'un système aussi vaste et complexe que celui de la santé. Et je continue à citer M. Castonguay parce que si je disais ça, moi, député de Rosemont généraliste, on dirait il ne sait pas de quoi il parle. Claude Castonguay, je pense qu'on peut présumer qu'il sait de quoi il parle. Et il écrit, si ces projets de loi 10 adoptés, projet de loi 20 dont on parle aujourd'hui sont adoptés, notre système de santé va à la fois se politiser et s'enfermer dans une bureaucratie stérile, ce qui ne peut qu'avoir pour effet de déresponsabiliser et de démotiver ceux qui, à un titre ou à un autre, travaillent dans des conditions déjà difficiles. Et il conclut, étant donné l'opposition généralisée devant la teneur de ces projets, il est impossible de comprendre pourquoi le premier ministre n'intervient pas. Premier ministre, médecin, ancien ministre de la Santé. Lui qui a la chance unique de réformer notre système de santé et de passer à l'histoire, va être associé à une autre étape de son déclin. Et ça se termine. Tout comme dans les pays totalitaires, dit M. Claude Castonguay, les Québécois vont obtenir les services nécessaires de la part de médecins désengagés par favoritisme et au moyen d'expédients de toutes sortes. Moi, je trouve qu'il est très dur. Il est très dur, l'ancien ministre libéral, médecin, ministre de la Santé. Il est très dur. Alors, je me suis dit, est-ce que d'autres médecins tirent la même conclusion? Ben, on les a entendus, ils sont venus nous parler, les médecins, pendant la commission parlementaire. Bon, les médecins omnipraticiens, ils sont venus, et je vais juste vous montrer les intertitres de leur mémoire. Un, l'encadrement totalitaire de la pratique médicale. Donc, ils reprennent le terme de M. Castonguay. Ils ne disent pas Chine ou RSS, mais ils disent totalitaire. Deux, l'arbitraire réglementaire et les pouvoirs du ministre. Trois, la négation du droit à la négociation. Quatre, la coercition. Ils n'ont pas l'air de bonne humeur. Ils n'ont pas l'air de bonne humeur. Bon, d'accord, ça, ce sont les omnipraticiens. Le ministre de la Santé était plus proche des spécialistes. Alors, on peut penser que les spécialistes, eux, ont été beaucoup plus ouverts à ces propositions. Alors, dans leur mémoire, ben non. Ils disent encore, je fais juste les intertitres, parce que le temps va nous manquer. L'approche méprisante du projet de loi numéro 20, je m'excuse d'utiliser ce terme, mais je dois, à la vérité, de dire ce qui est écrit. Encore un intertitre, les pouvoirs ministériels excessifs, les pouvoirs réglementaires abusifs. Ils n'ont pas l'air de bonne humeur, eux non plus. Bon, mais on dira, et puis le ministre bafoue les droits des médecins et le ministre rejette la collaboration des médecins. Bon, ils n'ont pas de bonne humeur. Ils sont tous d'accord avec le ministre, l'ancien ministre Claude Castonguay, qui, lui, a de la distance. On peut dire, ben eux, ils sont en négociation avec le ministre, donc ils ne sont pas contents. Donc, peut-être que c'est à prendre avec un grain de sel. Il faut toujours prendre les choses avec un grain de sel. Alors, c'est demander ce que le Collège des médecins... Ah, là, on est dans la science. Là, on est dans un ordre professionnel qui n'est pas en train de négocier des conditions de travail, des conditions de rémunération, et qui donc a comme mission de protéger l'exercice de la médecine et non pas la rémunération des médecins ou ses conditions de travail. Alors, je cite leur mémoire. En conclusion, je cite, « Le dépôt des projets de loi numéro 10, 20 et 28, celui qui sera imposé par Bayon, 10 a été imposé par Bayon, 28 le sera par Bayon. Sur le 20, on a encore un espoir ténu, mais un espoir. Alors, le dépôt de ces projets de loi, je cite le Collège des médecins, annonce une réforme sans précédent du réseau public de santé. D'autres projets de loi sont annoncés implicitement ou explicitement. L'absence d'accès à un plan d'ensemble des objectifs poursuivis par cette réforme rend difficile l'appréciation de ses effets. Chacune des composantes étant présentée à la pièce, il faut se demander si le débat public que mériterait une telle réforme aura vraiment lieu. Le Collège des médecins dit, c'est drôle, la façon dont se prend le ministre, il ne veut pas nous montrer la vision d'ensemble, alors on ne peut pas vraiment se prononcer. Mais on peut se prononcer sur une chose. Et le Collège des médecins dit,
on peut déjà mesurer l'effet démobilisateur qui a prévalu dans le réseau de la santé lors du dépôt du projet de loi 10. Le dépôt du projet de loi 20 a eu un effet semblable dans la communauté médicale. Quant au projet de loi 28, c'est dans la communauté des pharmaciens que l'effet démobilisateur s'est fait ressentir. Alors là, je vous ai cité des gens qui étaient fâchés parce qu'ils sont dans la négociation. Je vous ai cité Claude Castonguay, qui a un certain recul et qui compare les réformes du ministre à la Chine et à l'URSS et qui dit que ça va dégrader les soins. Et là, il y a le Collège des médecins qui dit « Je ne peux pas me prononcer sur la réforme parce qu'on la voit à la pièce. » Je peux constater, cependant, que dans le réel, les pièces que nous avons déjà vues démobilisent les médecins et les pharmaciens. Alors, c'est l'impact actuel. Alors, on a eu d'autres témoignages semblables. Les médecins de famille enseignants sont venus nous dire « Bilan d'étape. Le projet de loi 20, pas encore en vigueur, a dès maintenant plusieurs impacts qui nous font craindre le pire. Même si nos collègues, et ça, ils parlent des omnipraticiens qui viennent enseigner pour passer leur science à une nouvelle génération, à des nouvelles cohortes de médecins. Même si nos collègues font preuve de professionnalisme, on sent malheureusement de la démotivation, du cynisme, du découragement, de la démobilisation. Un nombre trop élevé d'entre eux a commencé à nous exprimer fort respectueusement au cours des dernières semaines des projets qui remettent en question leur participation à l'enseignement. Alors, démobiliser les médecins, les pharmaciens et même ceux qui prodiguent de l'enseignement, ça, c'est le résultat actuel. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas de problème dans le système de santé et que le ministre n'aurait rien dû faire? Évidemment, non. Évidemment qu'il y a des problèmes dans le système de santé, un problème d'accès. Et est-ce qu'il y a un problème dans la façon dont les médecins abordent le patient? Oui, moi j'ai été frappé par le témoignage du commissaire à la santé et aux services sociaux qui nous a présenté quelques graphiques assez parlants en nous disant, bon, par exemple, ce qu'on appelle l'accès adapté, c'est-à-dire le fait qu'un patient puisse voir son médecin pas une fois par année, mais dans les 2 ou 3 jours qui viennent, parce qu'il y a un vrai problème. Et que donc, ça suppose que le médecin ouvre des plages qui permettent de répondre à la demande lorsqu'elle se manifeste. Alors, il nous montre qu'au Québec, seulement 55 des médecins offrent cette option, alors que c'est 86 en Ontario, 97 au Royaume-Uni. On est très en retard. Proportion des médecins de famille ayant mis en place des mesures d'accès lorsque la clinique est fermée. Parce que la mauvaise nouvelle au sujet des maladies, c'est que ça arrive même avant 9 h le matin et après 5 h le soir. Alors, au Québec, 29 seulement, Ontario, 66, Royaume-Uni, 96 Alors, ben là, il y a effectivement un problème d'organisation d'offres de soins. Proportion de personnes ayant eu de la difficulté à accéder à des soins de routine au cours des 12 derniers mois, 1 Québécois sur 5, mais seulement 16 dans le reste du Canada, donc beaucoup moins. Proportion de médecins utilisant des dossiers papier seulement, bien là, ce n'est pas de leur faute. Le système informatique tarde à répondre à la demande des médecins. Donc, juste sur la question de l'organisation des soins, bien sûr qu'une réforme est nécessaire. Alors, celle que propose le ministre démobilise, fâche. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Bien, il y en aurait d'autres, et ce qui est intéressant dans ce qu'on a entendu, c'est que la critique est faite au sujet du fait que ce qui est proposé, c'est toujours médico-centré. Tout est autour du médecin, au lieu d'être autour du patient. Alors, par exemple, des scientifiques qui ont regardé ce qui se passe ailleurs dans le monde nous disent que oui, c'est important que le médecin soit imputable, mais c'est contre-productif de le rendre imputable, lui, plutôt que l'équipe de soins. Et je vous lis ce que M. Contandriopoulos et compagnie nous ont écrit. Quand le lien d'imputabilité est établi entre un médecin et un groupe de patients, c'est-à-dire
que quand c'est un médecin qui est responsable de ses patients et non pas une équipe, ceci constitue un incitatif négatif au travail d'équipe. C'est la proposition du ministre, que le médecin soit imputable. Cette approche limite la possibilité de répartir les tâches en fonction des préférences, des compétences et des disponibilités au sein d'une même équipe. De même, une telle approche fait porter la responsabilité au seul médecin, alors que les modèles de prise en charge les plus performants en première ligne sont largement interprofessionnels. Et il cite un certain nombre de cas. Le pire système à cet égard, écrit-il, est celui d'une imputabilité du médecin face à un groupe de patients dans un système de paiement à l'acte. Le pire système, c'est le nôtre, et c'est celui que le ministre propose de généraliser. Alors, ce que les scientifiques nous disent, c'est que la meilleure méthode, c'est celle d'aider les médecins à faire de meilleurs choix, ne pas les entrer dans une logique d'inflation de soins, mais les rendre imputables collectivement à la dispensation de soins à un groupe de patients et à juger sur la qualité des résultats et donc pas du volume. Les scientifiques nous disent ça. Qu'est-ce que les infirmières nous disent? Les infirmières sont bien placées pour penser que, et là je les cite, « Il est temps pour le Québec de changer son paradigme médico-centrique et de diminuer le monopole médical sur les soins de santé de première ligne. » La Fédération des infirmières déplore que depuis le dépôt du projet de loi 20, on assiste à des échanges entre le gouvernement et divers intervenants du réseau de la santé et où les impératifs sont toujours concentrés sur le médecin, sa rémunération, son volume, son assiduité, plutôt que d'être concentrés sur le patient au cœur des préoccupations. Voyons ce que disent d'autres chercheurs qui sont venus nous parler. Alors, Mme Da Silva, M. Sicotte, M. Pinault, M. Lauzon, M. Blais, M. Jean Hébert, M. Leduc, Mme Ouimet, qui sont des instituts de recherche en santé publique de l'Université de Montréal, sciences infirmières, département d'administration de la santé, médecine sociale, donc un groupe interdisciplinaire, est venu nous dire, et souvent le ministre cite Kaiser Permanente et la clinique Mayo comme des modèles. Alors, il les cite, des modèles comme Kaiser ou la clinique Mayo, qui présentent des statistiques de moyenne élevée de patients par médecin, ne visent pas à une accessibilité élevée au niveau du médecin. Parce que c'est ce que le ministre veut, augmenter le nombre de patients vus par le médecin. Je dis, non, à Kaiser et à Mayo, on augmente le nombre de patients vus par l'équipe de soins. L'équipe de soins. Et je les cite, ces modèles visent plutôt à minimiser le nombre de visites où les patients voient systématiquement un médecin, qui est la ressource la plus coûteuse, pour substituer par d'autres ressources, telles les infirmières cliniciennes ou les adjoints du médecin. Leur modèle clinique repose sur des équipes composées de plusieurs catégories de professionnels qui peuvent se substituer à un médecin. Cette idée de l'imputabilité d'une équipe de soins est complètement absente du projet de loi 20. Alors là, on a des infirmières, des chercheurs qui nous disent ce qui marche à l'étranger, y compris les modèles cités par le ministre, c'est précisément ceux qui favorisent l'imputabilité par équipe. Alors ça, c'est ce qui se passe avec ce projet de loi qui démobilise, est à côté de la cible, enfonce le système québécois dans un modèle qui ne fonctionne pas. Dans la minute qui nous reste, je vais vous dire, M. le Président, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là dans le système de santé? Liste non exhaustive. 15 postes de coupés au C3S d'Annecy, Montréal-Nord, 17 postes au C3S de la Montagne, 80 postes d'infirmières et de professionnels abolis au C3S au Richelieu-Rouville, 15 millions retranchés du budget du CHU de Québec, 60 postes abolis au C3S de Chicoutimi, 12 millions de compressions au C3S de Laval, 2 postes d'infirmières affectés aux dons d'organes au C3S de Gatineau, coupe de 30 % en santé publique, suivi d'accouchement, service réduit pour les nouveaux parents au C3S de la vieille capitale, coupe de 10 millions au C3S Alphonse Desjardins, coupe de 2 millions à l'hôpital Sacré-Cœur, touchant notamment à la santé mentale, coupe au C3S d'Annecy, et c'est pas fini. Ça, c'est la réalité en ce moment, pendant que le ministre démobilise
La réalité de la première ligne, ce sont des coupures de soins. Merci, M. le Président.